Les deux religions de l'islam, chiisme et sunnisme, problème que vous ne connaissez pas au Maghreb, mais qui est en train de déchirer, et chaque jour un peu plus, tous les pays du Levant, du Proche-Orient, du Machrek. Je comptais vous parler de la possible, très possible, explosion des frontières telles qu'elles avaient été définies dans cette région à la fin de l'Empire ottoman, à la fin de la Première Guerre mondiale, par les deux grands empires de l'époque, l'Empire français et britannique, frontières qui sont remises en question un peu partout aujourd'hui dans cette région. Et puis, je suis arrivé hier à Alger. J'ai rencontré, grâce notamment à vous, monsieur l'ambassadeur, et au service culturel de l'ambassade et de l'Institut français, beaucoup de journalistes, d'intellectuels, de très brillants esprits de votre pays. Et j'ai décidé, il y a 2 heures de cela, de changer complètement de sujet de conférence. Parce que je me suis aperçu que le débat qui agitait spécifiquement votre pays depuis la toute fin des années 80, à savoir faut-il ou ne faut-il jamais intégrer les islamistes au jeu politique, restait d'une actualité formidable en Algérie et avait pris naturellement une actualité formidable, non seulement dans tous les pays arabes, mais en vérité dans beaucoup de pays musulmans, y compris d'Asie du Sud-Ouest notamment, et pas seulement. Alors, pardonnez-moi, je vais improviser. Peut-être que c'est, on verra. Alors, pour non pas répondre à cette question, mais poser les éléments du débat, j'ai envie de vous proposer que nous analysions ensemble, ou tentions de le faire, au moins 3 situations. La situation de la Turquie, la situation de l'Égypte, et celle, naturellement, bien évidemment, de la Tunisie. Alors, commençons par la Turquie. À la fin du siècle dernier, il faut s'habituer à dire à la fin du siècle dernier, bien que celui-ci soit encore bien jeune, à la fin du siècle dernier, les islamistes turcs remportent une première fois les élections, à une époque où ils sont à peine sortis, à peine, un peu sortis, mais vraiment bien, de la violence ou de la tentation de la violence, certainement d'un très grand fanatisme religieux, ou en tout cas d'une très grande intransigeance religieuse, et certainement pas de l'idée que la religion doit gouverner la vie politique d'un pays musulman comme l'est la Turquie. Ils sont en conséquence très maladroits dans un pays où la laïcité depuis Atatürk compte énormément, dans un pays où l'armée, à l'époque encore garante de cette laïcité très forte, reste la principale puissance, et de loin, du pays. Et ils se font renverser par l'armée. Commence alors un processus interne de débat dans les rangs de ce qui allait devenir l'AKP, le parti qui est aujourd'hui au pouvoir en Turquie. Est-ce que nous devons évoluer? Est-ce que nous devons très concrètement accepter ce que nous n'acceptions pas auparavant, sauf peut-être pour nous emparer du pouvoir, c'est-à-dire les élections libres, la démocratie, et leur corollaire, qu'est l'alternance? Parce qu'on peut gagner les élections et puis les perdre après, ou 2 coups, ou 3 coups après. Est-ce que nous devons accepter l'idée de tenter de faire intégrer la Turquie, d'intégrer la Turquie à l'Union européenne?
Le débat monte, et il est tranché en faveur de l'aile qu'on pourrait qualifier de moderniste. Le mot vaut ce qu'il faut. Enfin, appelons-la comme ça. Et l'AKP, sous l'impulsion de M. Erdogan, l'actuel président, se convertit non seulement à la démocratie, à l'alternance, se convertit aussi à l'idée de rejoindre l'Union européenne, c'est-à-dire que ce pays musulman, qui avait été le pays du califat, rien que ça, intègre un ensemble qui est très très largement dominé, aujourd'hui en tout cas, par des pays de culture chrétienne. Je dis de culture parce que de religion, c'est peut-être de moins en moins vrai, mais certainement de culture chrétienne. M. Erdogan se dit, et il n'a pas tort, que l'Union européenne est très sourcilleuse, Dieu merci, sur les questions de démocratie, et que l'Union européenne exigera certainement, dans la perspective d'un rapprochement entre la Turquie et l'Union européenne, que l'armée reste dans ses casernes, qu'elle cesse d'être une force politique ou d'en jouer le rôle. Ah, c'est avantageux pour les islamistes. C'est intéressant. Et puis après tout, nous savons, je parle comme un islamiste turc de l'époque, et puis après tout, nous savons bien que la majorité électorale, nous l'avons. Nous l'avons eue, nous pouvons l'avoir demain. Et donc en 2002, ils gagnent effectivement les élections qu'ils ont toujours gagnées depuis. Sans jamais bourrer les urnes, non, dans des élections absolument loyales, reconnues comme régulières par tout le monde, y compris leurs opposants turcs. Les islamistes arrivant au pouvoir s'avèrent être d'excellents gestionnaires. Sous leur conduite, la Turquie a atteint, elle ne l'a plus aujourd'hui, mais enfin quand même, pendant une dizaine d'années, des taux de croissance tout à fait records, qui ont fait décrire à l'époque la Turquie comme un petit dragon de l'Europe. Comme il y avait eu les petits, on disait dragons, oui, en Asie, oui. Les petits dragons en Asie. L'AKP au pouvoir n'a jamais violé les libertés civiles. L'AKP au pouvoir a relâché les interdits de l'époque Atatürk sur le voile à l'université. Oui. La pression sur la consommation d'alcool a été augmentée, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la consommation d'alcool soit interdite en Turquie, non. Il y a une pression sociale, oui, qui est favorisée. Des choses que l'on peut juger désagréables, que je juge pour ma part extrêmement désagréables, mais pas un drame. Il va y avoir des élections législatives dans peu de temps en Turquie. Si l'on en croit les sondages très concordants, M. Erdogan n'arrivera pas à avoir la majorité qui lui permettrait d'introduire un changement constitutionnel très important à ses yeux vers une présidentialisation du régime. Cette présidentialisation est très importante pour lui, puisqu'il est devenu président et qu'il est un homme extrêmement autoritaire. Peut-être, sans doute, certainement islamiste, mais incontestablement tellement autoritaire, parfois peut-être un peu paranoïaque, mais que ça reste entre nous, que beaucoup de ses concitoyens le décrivent aujourd'hui comme le Poutine turc. Donc, M. Erdogan risque, certitude, mais risque de se trouver devant des défis. Défi tellement redoutable, parce qu'il n'a pas envie d'être un président qui inaugure les chrysanthèmes, comme disait le général de Gaulle des présidents de la République, de la 4e République. Que la capitale turque, aujourd'hui, bruisse de rumeurs sur une possible alliance, coalition parlementaire, entre les partis, tenez-vous bien, kurdes et l'AKP. Et donc, au bout de 13 années de pouvoir islamiste,
si M. Erdogan était dans la salle, il corrigerait immédiatement en disant non, 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 pas islamiste, islamo-conservateur. C'est comme ça qu'il définit son parti aujourd'hui. Au bout de 13 années de pouvoir de cette force politique, la démocratie n'est pas remise en question en Turquie. Il n'y a pas véritablement d'islamisation, je veux dire, d'augmentation de la pression religieuse, soit sociale, soit légale, par la loi. Et nous arrivons à une situation, possiblement, attendant le résultat des élections, mais le simple fait qu'on évoque cette possibilité est extraordinairement intéressant, où un parti à l'origine islamiste et très nationaliste pourrait s'allier avec les Kurdes, un parti kurde, dans un donnant-donnant. On vous donne plus d'autonomie culturelle, plus de liberté linguistique, plus d'autonomie régionale pour les régions où les Kurdes sont majoritaires, et en échange, vous votez avec nous pour ma présidentialisation à laquelle je tiens. Bref, nous serions, si ce cas de figure s'avérait, dans une situation de jeu politique tout à fait normal, de négociation entre partis, de donnant-donnant, rien d'affolant. Je me souviens encore très bien de mes amis de l'intelligentsia turque en 2002, au moment de la première victoire de M. Erdogan, enfin du moins de son parti, affolés. Il y a, sincèrement affolés, ils ont un agenda secret, dès qu'ils seront au pouvoir, ils changeront tout, nous sommes cuits, s'en définit la Turquie d'Atatürk, etc. Ben, ça n'en a pas été fini, peut-être parce que M. Erdogan a évolué, je le crois, certainement parce qu'il a compris que le rapport de force ne lui permettait simplement pas de réaliser l'agenda qu'il avait pu avoir à une époque. Et le fait est que ça ne se passe pas si mal. Deuxième cas de figure, l'Égypte. Après la chute de Moubarak, premières élections libres, assez régulières, je crois. Et les islamistes emportent ces élections. M. Morsi devient président et les islamistes, d'ailleurs divisés entre deux courants, enfin bon, n'entrons pas dans les détails, ont une majorité parlementaire. Et là, ça ne se passe pas bien du tout. Ça ne se passe pas bien du tout, non pas qu'ils commencent à imposer qu'on coupe les mains des voleurs, ou non. Non pas qu'ils piétinent les libertés publiques, à peine naissantes en Égypte. Non plus, pas vraiment. Mais ça ne se passe pas bien du tout, parce que les frères musulmans s'avèrent incapables, tout simplement incapables de gouverner le pays. Ils n'ont pas les cadres économiques, ils n'ont pas les cadres politiques, ils n'ont pas, ou très très peu, de gens des professions libérales et des classes moyennes. Et tout simplement, il y a un constat d'échec, de faillite complète, d'incapacité totale des frères à gouverner. C'est tellement vrai qu'il y a une véritable révolte dans le pays contre ce président élu, contre cette majorité parlementaire élue, et que l'état-major, l'armée, en la personne du général Sissi, devenu depuis maréchal, je ne crois pas, ça a pu m'échapper qu'il ait remporté une victoire militaire, enfin bon, il est devenu maréchal. Et l'armée profite de ce sentiment majoritaire contre la majorité, un vrai sentiment populaire, pour renverser le président élu, M. Morsi, dans ce qu'il faut bien appeler un coup d'État militaire. C'est un coup d'État militaire. Applaudi par une majorité d'Égyptiens. Applaudi par une majorité d'Égyptiens. Ça n'en est pas moins un coup d'État militaire. Pourquoi est-ce que là, contrairement à la Turquie,
ça se termine mal, parce que ça se termine par un retour à la case départ, c'est-à-dire à la dictature de l'armée, au plein pouvoir de l'armée en tout cas. Eh bien, tout simplement parce que les frères musulmans égyptiens n'ont rien appris de rien, n'ont pas évolué. Ils n'étaient jamais devenus des djihadistes dans le sillage d'Al-Qaïda, non. Ils étaient restés, grosso modo, fidèles à ce qui étaient les idées qui avaient présidé à la naissance des frères, à la fin des années 20, sous l'égide d'un instituteur, homme cultivé, raffiné et brillant, mais ils n'avaient rien appris, ils n'avaient pas fait suffisamment de progrès dans les milieux diplômés, tout simplement, pour savoir gouverner. Troisième exemple, la Tunisie. C'est un pays très particulier dans le monde arabe. Très particulier, non pas par sa taille, il y a d'autres petits pays, territorialement parlant, dans le monde arabe. Non pas par son ouverture extérieure, encore que la Tunisie, de tout temps, dans l'histoire, a été un pays ouvert à tous les vents et à toutes les influences. Ça a été particulièrement vrai au XIXe et au XXe, mais c'est un pays très particulier, parce que le leader de l'indépendance, Habib Bourguiba, que je considère pour ma part comme un des grands hommes d'État de la deuxième moitié du XXe siècle, arrive au pouvoir avec des idées extraordinairement modernisatrices et modernise profondément la société tunisienne, notamment en affirmant par la loi, en modifiant les choses très énergiques et très déterminées, en affirmant les droits des femmes, en donnant aux femmes des droits considérables et tout à fait exceptionnels, je crois pouvoir le dire, dans le monde arabe, en tout cas par leur ampleur. Bien, dans ce pays, malgré tout, après la chute de Ben Ali, l'homme qui avait renversé Bourguiba, un ancien policier, je l'ai connu personnellement à l'époque où il était en exil à Varsovie. J'étais correspondant du Monde dans cette même ville. Bourguiba l'avait envoyé comme en exil, comme ambassadeur en Pologne, et vous imaginez bien qu'être ambassadeur de Tunisie en Pologne, ce n'est pas réellement une promotion. Ils s'ennuyaient à mourir. Moi, j'avais très très faim parce que c'était l'état de guerre, il n'y avait plus rien à bouffer dans les restaurants, pas même à mon hôtel. Donc, il m'a invité à partager un couscous qu'il recevait par avion de Tunis presque chaque semaine. Nous avions de longues conversations. Et je dois vous dire que autant son couscous était excellent, autant sa conversation était consternante. Mais bon, j'avais faim. J'y allais. Ben Ali est donc renversé, et naturellement, les islamistes arrivent. Les islamistes gagnent les élections. J'étais beaucoup en Tunisie à l'époque, je participais comme spectateur, bien sûr, à plusieurs meetings électoraux de Narda, et c'était tout à fait étonnant. Qui était là? Très majoritairement. La petite bourgeoisie tunisienne, celle des fonctionnaires d'État et celle des petits commerçants. Des gens traditionnels et traditionnalistes, qui avaient deux idées en tête. Et quand on les a interrogés, ils le disaient très naturellement. Il fallait que ce soit des gens moraux qui soient au pouvoir. Et des gens moraux, c'était des gens qui respectent la moralité familiale, la moralité des femmes, la moralité de leurs filles, bien sûr, de leurs filles. Une obsession de la dépravation occidentale qui les terrifiait. Et puis il fallait que ce soit des gens honnêtes. Or, les islamistes qui avaient été atrocement persécutés sous le régime de Ben Ali, ils avaient été pourchassés, emprisonnés sous Bourguiba, mais atrocement persécutés et torturés sous le régime de Ben Ali, évidemment, avaient une image de gens courageux, puisqu'ils s'étaient opposés à la dictature de Ben Ali, et de gens honnêtes, puisqu'ils n'avaient jamais été au pouvoir et qu'ils n'avaient jamais
pu avoir la tentation de la corruption, ce qui était vrai. Il gagne les élections, et mes amis de l'intelligentsia tunisienne, très pâles, très blancs, me disent, ben voilà, c'est fini, notre pays est perdu, ils vont organiser des milices, nous ne pourrons rien contre les milices. Et la Tunisie va devenir l'Iran, même pas l'Iran d'aujourd'hui, mais l'Iran des débuts de la République islamique. Et je leur disais, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que votre société est trop forte, parce que votre société ne voudra pas cela, et que les électeurs d'Ennahda ne voudront pas ça. Ils n'ont pas élu Ennahda pour qu'on applique la charia, et pour que la société tunisienne soit une société bien séante, avec une classe politique qui ne soit pas corrompue. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Ennahda essaye, du moins certains de ses courants, parce que c'est un parti très très divisé, agité de courants très contradictoires en réalité. Certains députés d'Ennahda essayent effectivement de revenir sur les libertés de la femme. Dans le débat constitutionnel, dans des projets de loi. Et à chaque tentative, immédiatement, il y a des manifestations de très importantes contre cela. Une mobilisation de ce qu'on appelle la société civile qui existe réellement en Tunisie. Et parallèlement, les gens de Ennahda et son leader, M. Hanouchi, se rendent compte qu'ils ne seront pas en état, bien qu'ils aient été plus armés, beaucoup plus armés intellectuellement, et en termes de cadre que les frères musulmans égyptiens, ils se rendent compte très très bien qu'ils n'arrivent pas à redresser l'économie tunisienne. Entre nous, je crois d'ailleurs qui serait arrivé. Le fait est qu'ils étaient au pouvoir et que eux n'arrivaient pas. Et que leurs propres auditeurs commençaient à se retourner contre eux, en disant, bah alors, ce plein d'emploi, cette fin du chômage que vous nous aviez promis, cette augmentation du niveau de vie, cette sortie de la misère que vous nous aviez promise. Et puis, M. Morsi, enfin le futur maréchal, renverse les frères en Égypte, et M. Hanouchi, qui n'est pas un sot, voilà, tire deux conclusions de la situation dans laquelle il est. Premièrement, mon parti devient impopulaire, et plus nous resterons au pouvoir, plus nous deviendrons impopulaires. Et deuxièmement, nous risquons, un jour ou l'autre, de subir le sort de nos cousins égyptiens, puisque Ennahda, c'est des frères musulmans, version tunisienne. Et donc il commence à négocier son retrait du pouvoir avec les autres, son retrait du pouvoir avec les autres partis. Et effectivement, il se retire du pouvoir. Et les nouvelles élections donnent une majorité qui n'est pas la leur, qui n'est pas une majorité islamiste, qui est une majorité dite laïque, une majorité pleine de contradictions. Parce que cette laïcité réunit un champ politique qui, en France, irait d'Alain Besancenot, il s'appelle ni Bertrand ni Alain. Et puis toute l'Anatolie, la profondeur anatolienne, qui elle est profondément accablée avec ce qu'on appelle ces petits tigres anatoliens, cette nouvelle bourgeoisie qui émerge. Et donc, au fond, ma question sur cette évolution, c'est est-ce que vous pensez, en regardant vos expériences, tous ces pays, que la réponse politique à la montée de l'islamisme politique avec ses risques dans tous les pays de cette région n'est pas la réponse économique et sociale? C'est-à-dire, si jamais les opinions, si jamais la bourgeoisie tunisienne dont vous parliez tout à l'heure, cette petite bourgeoisie, le développement socio-économique finalement permettra aux gens davantage d'accès à l'éducation, davantage d'accès à la prospérité, davantage d'accès à l'internationalisation, davantage d'accès à la pensée, et donc finalement de moins penser que les réponses politiques à leurs problèmes sociaux viennent d'une idéologie inspirée par la religion. Question
évidemment, enfin, c'est la question fondamentale que vous posez, et c'est une question très difficile. C'est une question très difficile pour deux raisons. La première, c'est que je suis d'accord avec ce que vous n'avez pas dit, mais laissez entendre entre les lignes. Oui, je pense que la réponse du développement économique et social est la réponse à l'islamisme. Mais malheureusement, l'islamisme, ou certains de ses courants, peuvent devenir formidablement dangereux avant que cette réponse ne puisse venir. Et donc, la réponse socio-économique, oui, bien sûr, je le pense, mais je le pense sur le papier. Dans la réalité, ça peut être beaucoup plus complexe pour une question tout simplement de décalage chronologique. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, et là je n'apporterai pas la moindre nuance, bien au contraire, à ce que vous dites. L'histoire économique de la Turquie, qui est passée, Dieu sait que je ne suis pas libéral en économie, mais je dois bien le reconnaître, qui est passée par la désétatisation et la déréglementation de l'économie turque, sous l'égide des islamistes qui, en économie, sont des thatchériens pur sucre, sont des libéraux absolus, parce qu'ils n'aiment pas l'État. Et ils pensent que, comme Madame Thatcher, que tout en économie doit venir de l'esprit d'entreprise, de l'initiative individuelle, de la responsabilité individuelle, etc. Ben, je dois bien reconnaître que, en permettant, par ce choc, son nom va me revenir, je vais vous le donner. Pardon? Non, pas ont effectivement imaginé, après l'invasion soviétique de l'Afghanistan, de mobiliser contre l'URSS les pays musulmans, puisque l'Afghanistan était un pays musulman et non aligné à l'époque, comme l'étaient beaucoup de pays arabes. Pas tous, mais comme l'étaient beaucoup de pays arabes. Non seulement ça a marché, mais ça a marché très facilement, parce qu'il y a eu dans le mouvement des non-alignés et dans le monde musulman une très grande agitation, parfaitement fondée d'ailleurs, contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Ils sont passés ensuite à un stade beaucoup plus organisationnel, qui a été sur le modèle de la guerre d'Espagne, des brigades internationales de la guerre d'Espagne, défendant la République, d'organiser des brigades islamiques. On ne disait pas encore islamistes, des brigades islamiques musulmanes. Et ils ont trouvé l'appui financier de l'Arabie Saoudite et logistique du Pakistan, qui voyait d'un très très mauvais œil cette avancée de l'Union soviétique dans un pays que les Pakistanais ont toujours considéré, jusqu'à présent d'ailleurs, comme leur arrière-cour. Les Pakistanais ont donc fourni le soutien logistique. Les Saoudiens ont fourni l'argent qui a permis d'acheter des armes et d'acheminer des volontaires partant pour l'Afghanistan défendre la vraie foi.